Dans la nuit du 13 au 14 février 1945, l'Allemagne connaît l'un des plus violents bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Il est environ 22 heures lorsque l'aviation britannique atteint la ville de Dresde, à l'est de l'Allemagne. Elle y détruisit la quasi-totalité de la ville conjointement avec la States Army Air Force. Environ 4000 tonnes de bombes sont utilisées entre le 13 et le 15 février. Lors de ces jours, il y a eu de nombreuses victimes, estimées entre 25 000 et 40 000. Mais encore aujourd'hui, le nombre de victimes est controversé. Et nous allons essayer d'en apprendre un petit peu plus sur cette stratégie militaire. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Crimes de guerre. Pour mieux comprendre cette tragédie, allons à la rencontre de Winston Churchill. Dès le début de l'affrontement, son but est de détruire les sites stratégiques de l'Allemagne tels que les zones industrielles, les usines d'armement. Il confie cette mission au Bomber Command de la Royal Air Force dont la devise était Strike Hard, Strike Sure, frapper fort ou frapper juste. Néanmoins, ces opérations aériennes se révèlent vite infructueuses. Winston Churchill nomma à la tête du Bomber Command Arthur Travers Harris, dit Bomber Harris ou Butcher Harris. Il autorisa le 14 février 1942 le bombardement des zones habitées. Contrairement aux lois de guerre, Harris sera l'inventeur du bombardement ciblant le moral, consistant à des bombardements massifs de populations civiles et de réfugiés, dans le but de démoraliser et de dresser la population allemande contre Hitler. En accord avec la directive du 14 février 1942, ces actions ne seront pas poursuivies comme crimes de guerre. La ville de Dresde est le plus parlant et le plus tragique exemple de cette stratégie militaire. Capitale de l'état de Saxe, nommée aussi Florence de l'Elbe ou encore la boîte à bijoux en raison de ses collections d'art et de son architecture baroque ainsi que de sa culture. En février 1945, Dresde n'est plus qu'à 250 km du front de l'Est, où s'affrontent l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Dans les derniers mois de guerre, la ville accueille principalement des réfugiés fuyant les zones de conflit. La population passa de 600 000 à 1 million d'habitants. Et c'est au cours de la conférence de Yalta, tenue du 4 au 11 février 1945, pour des motifs géopolitiques, que l'Union soviétique de Joseph Staline, le Royaume-Uni de Winston Churchill, ainsi que les États-Unis de Franklin Roosevelt déterminent une stratégie commune afin de hâter la fin de la guerre. Leurs objectifs principaux est de viser les centres de communication et de transport afin de permettre à l'armée rouge d'avancer. L'URSS estime avoir perdu beaucoup trop d'hommes depuis l'opération Barbarossa, environ 4 millions de soldats. Ils décident qu'une attaque sur Dresde est bénéfique à leurs alliés soviétiques. Le but, perturber les mouvements des troupes allemandes. Le destin de Dresde est scellé. La ville compte plusieurs gares de triage ainsi que plusieurs réseaux téléphoniques vitaux pour le front de l'Est. Elle est aussi un important centre industriel et de transport composé d'usines fournissant des munitions utiles à l'effort nazi. Plusieurs troupes nazies passent par la ville pour rejoindre le front. Dès l'annonce de l'attaque imminente, plusieurs pilotes de la RAF émettent des doutes sur la puissance militaire de la ville. En effet, ils connaissent Dresde pour ses attraits artistiques et non militaires. 800 avions de la Royal Air Force sont chargés de délimiter à l'aide de fusées éclairantes la zone de bombardement. Ils visent en priorité les gares de triage. Néanmoins, les pilotes ne possèdent pas de plan précis de la ville, n'ayant jamais été considérés comme une puissance militaire. Le cauchemar commence. Les sirènes retentissent dans la ville de Dresde, indiquant un raid aérien imminent. Les habitants se mettent à l'abri, généralement dans leur cave. Une pluie de bombes incendiaires, notamment à la thermite, et des bombes explosives heurtent le sol. Les monuments et bâtiments sont rasés.
la ville est à feu et à sang. Dans certaines zones, la température atteint les 1000 degrés Celsius. Le temps est sec et chaud, ce qui amplifie la catastrophe. Le brasier est si grand qu'il aspire le vent et alimente le feu. Très vite, la ville est décrite comme une tempête de feu. Les citoyens meurent étouffés, voire désintégrés pour la plupart. Plusieurs témoignages viennent assombrir davantage le tableau funeste de la ville. Margaret Feyer. Elle court, elle tombe et l'enfant vole en arc de cercle dans le feu. La femme reste allongée sur le sol, complètement immobile. Kurt Vonnegut, prisonnier de guerre, décrit la ville comme la lune, maintenant rien que des minéraux. Dresde était comme une grande flamme. Quant à Grete Paluca, j'en ai un souvenir terrible. J'habite en plein centre-ville et la plupart des gens qui vivaient dans la même maison que moi ont été tués. Nous étions 63 personnes réfugiées au sous-sol. Je me suis dit qu'on allait tous mourir parce qu'on n'avait pas de bunker. Alors j'ai couru dehors sous le feu, sauté par-dessus un mur avec une jeune fille. Nous sommes les seuls à nous en être sortis. J'ai vécu des choses horribles et j'ai mis plus de 2 ans à m'en remettre. Le premier bombardement dura une trentaine de minutes et coupa l'électricité. Une deuxième vague s'abattra 3 heures plus tard, tandis que les habitants sortirent pour évaluer les dégâts. Ils mouraient en fuyant. Les bombes tombent sur les zones de feu déjà existantes, empêchant toute tentative de fuite. Certains citoyens se réfugient dans les jardins et parcs publics. Malheureusement, ces derniers ne seront pas épargnés. Dresde connaît un bombardement de 37 heures. Elle est sans défense. En effet, la totalité des canons antiaériens se situe au front. Le bilan est lourd. 24 866 des 28 410 maisons du centre-ville de Dresde ont été détruites ce jour, dont beaucoup étaient des écoles, des hôpitaux et des églises. Côté allié, les Britanniques ont perdu 6 bombardiers, dont 3 à cause d'avions qui se sont accidentellement percutés avec des bombes. Les États-Unis en ont perdu 1. Le 16 février, dans un communiqué, le ministre de la Propagande affirme que Dresde est avant tout une ville culturelle. Il fait état de plus de 200 000 morts. Il se révéla très vite impossible d'identifier tous les corps. Une grande partie des corps furent rassemblés sur l'Altmark, le vieux marché, et incinérés par la suite. Le 25 février, un nouveau communiqué voit le jour, accompagné de photos d'enfants brûlés sous le titre de Dresde. De plus, la ville était appelée par la propagande Lazaretstadt, la ville hôpital, avec 22 hôpitaux. Les historiens contredisent ces chiffres, accusant le ministre de gonfler ces chiffres, et situent le nombre de morts entre 25 000 et 40 000 citoyens. Encore aujourd'hui, l'église martyre de la Frauenkirche représente le symbole de cette tragédie. Les Allemands la laissèrent en ruine pendant 60 ans dans le but de ne pas oublier. Au moment de sa reconstruction, les Allemands ont utilisé des pierres d'origine. Facilement reconnaissables, ce sont des pierres noires reflétant l'incendie qui a ravagé l'église lors du bombardement. Peut-on parler du bombardement de Dresde comme un crime de guerre? Certains considèrent que les destructions des zones habitées sont des crimes de guerre. D'autres considèrent qu'il fallait mettre fin à la guerre par tous les moyens. Aujourd'hui, la majorité des spécialistes s'accordent sur le fait que l'opération militaire dans la ville de Dresde a été aussi inutile que meurtrière. De plus, les zones industrielles et le pont de l'Elbe n'ont été que partiellement touchés. Une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, la reconstruction de la ville a commencé. Pendant plusieurs années, les habitants de Dresde ont dû nettoyer à la main les gravats,
causés par le bombardement. Et en 2015, l'Allemagne a commémoré le 70e anniversaire des bombardements alliés sur la ville de Dresde. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Crimes de guerre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit commentaire, à liker et bien sûr à vous abonner. Ça m'aide énormément pour la suite de la chaîne, à améliorer mon contenu et les sujets que je vous propose. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Je vous retrouve vendredi prochain 18 h pour une nouvelle histoire. Ciao.